veut s'immerger là-dedans, il est de plus en plus aspiré dans ce cosmos, dans l'univers de cette personne qui travaille. C'est un point important. Puisque dans le travail, en fonction de son agencement personnel, on devient une partie d'autre chose et on développe sa personnalité. Et ça, c'est, à mon avis, une valeur très importante du travail. Alors vous avez des gens qui disent « Pour moi, le travail, c'est trop con, je ne travaille pas ». Souvent, les causes ici tiennent à l'éducation, à la culture, et dans cette exposition, nous nous concentrons sur la petite enfance, en utilisant des films pour enfants, par exemple. Mais n'oublions pas le rôle de la reconnaissance. C'est extrêmement important. Vous avez évoqué Hegel et ce vieux copain Hegel a effectivement théorisé le concept de reconnaissance. Cette volonté de reconnaissance dans l'existence est quelque chose d'essentiel. On veut être beau, c'est pas donné à tout le monde. On veut avoir du pouvoir, c'est pas donné à tout le monde. Mais surtout ce que l'on désire, c'est de la reconnaissance. Si l'on reçoit la reconnaissance dans son action, le travail peut donner satisfaction. Et ça, c'est pas forcément une affaire d'argent ou de pouvoir, ça dépend d'une réalité sociale où l'on peut avoir une activité qui n'est pas liée à beaucoup d'argent ou de pouvoir. Et ça donne de la reconnaissance. Merci pour cet éclairage philosophique. D'ailleurs, en vous écoutant, on se demande même si le travail ne permet pas de donner un sens à sa vie. Est-ce que le travail, c'est parce qu'il nous différencie des animaux? Voilà des pistes peut-être de réflexion que je vous offre, mais je vous voyais tous deux aussi très impatients de réagir à ces propos. Moi, j'aimerais revenir sur les deux discours, et j'ai envie de faire un plaidoyer pour la pluralité des termes. En effet, ne pas employer travail pour tout, travail pour l'enfant, travail pour la femme au foyer, parce que ça veut plus rien dire. Mais pour employer chaque fois le mot qui convient, l'œuvre, voilà, on peut s'amuser. Et vous voyez, par exemple, pour le travail domestique, on voit bien pourquoi on a développé ce terme, parce que les femmes avaient envie, ou le mouvement féministe avait envie de montrer que ce qui se passait à la maison, c'était aussi quelque chose de noble, d'important. Alors, on s'est dit, tiens, on va l'appeler travail pour montrer combien c'est important. Et moi, je pense qu'on a raté le coche, là, en appelant ces choses-là travail. Et qu'il y a un très gros risque, en plus, que du coup, on nous propose de rémunérer le travail à la maison. Et pour ce que vous disiez, alors, je suis pas trop d'accord quand vous dites que l'histoire, on s'en fiche, ce qui compte, c'est le présent. Mais l'histoire, d'abord, elle nous a complètement construit. Dire, toutes ces différentes significations dont j'ai parlé tout à l'heure, aujourd'hui, elles constituent notre idée de travail. Et puis, il faut aussi se projeter. C'est très important de savoir en effet, avec quoi les personnes vont chaque jour au travail. Alors, il y a des différences. Mais chaque génération repart à zéro. Et à mon avis, il faut s'abstenir de submerger la personne qui entre dans le travail d'un héritage historique. Moi, je suis philosophe. Je vois bien l'importance de tout cela, mais on donne un coup de grâce. Mais par exemple, les hommes qui travaillent aujourd'hui, quand on regarde ce que les gens apportent, moi je pense qu'il faut distinguer aussi ce qu'il y a comme fantasme, comme espérance, comme imaginaire. Si vous voulez, moi j'ai fait là une étude sur toutes les grandes enquêtes internationales qui nous montrent ce que les gens pensent du travail. Et on voit des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, on voit que oui, le travail est très important pour les gens. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire important? Ça peut être important et atroce, important et formidable. Et ce que l'on voit aussi, c'est que les gens ont une attente immense de se réaliser dans le travail. Mais ça ne veut pas dire que ces attentes sont comblées. Au contraire, aujourd'hui, il semble bien qu'elles soient absolument pas comblées. Par exemple, il y a un paradoxe français qui est extraordinaire, c'est que les Français sont à la fois ceux qui disent le plus que le travail est important, il n'y a aucune crainte pour la valeur travail en France, et en même temps, c'est ceux qui disent le plus, qui voudraient que le travail prenne moins d'importance dans leur vie. On leur a bien expliqué. Hein. Pardonnez-moi, je termine juste. Pourquoi ils veulent que le travail prenne moins d'importance dans leur vie? Ils disent que le travail, c'est terrifiant. Les conditions de travail, les conditions d'emploi, le stress, les perspectives de promotion, les salaires, ça ne va pas. Et c'est en France que la satisfaction au travail est la moins élevée. Et deuxièmement, et je reviens sur la pluralité, les gens ont envie de plusieurs types d'activités. Et Hegel nous proposait pas seulement de faire que travailler, mais qu'est-ce qu'on a à faire dans notre vie? On a, d'accord, bien sûr, à participer à ce devoir social qu'est le travail. Je dois travailler pour gagner de l'argent et pour me réaliser, mais j'ai aussi une famille dont je dois un peu m'occuper. On a des enfants, on s'en occupe, et si les femmes veulent travailler, il faut aussi qu'on ait un peu de temps de s'occuper de nos enfants. On a des activités politiques à faire ensemble, ça c'est extrêmement important. Il faut dégager un espace pour pouvoir faire ensemble ces activités politiques. Moi, ça c'est les Allemands qui m'ont appris dans les années 70, à Bermas. On dégage un espace public, on limite la place du travail et on dégage un espace public pour délibérer tous ensemble. Donc voilà. Et vous pensez que je reviens une seconde sur votre vision extrêmement négative qu'ont les Français, parce que je viens de sortir un sondage chez Opinionway
où il n'y a pas du tout cette pesanteur. On peut faire Moi, j'ai mes un peu propres chiffres. probablement. Un salarié sur 6 estime être l'objet de comportements hostiles dans le cadre de son travail et le travail est rendu responsable d'un problème de santé sur 5. Oui, mais à la limite, je suis extrêmement heureuse. J'adore ce que je fais. C'est passionnant. Et je suis dans les gens qui vous diront oui, ça génère des problèmes. Oui, ça génère du stress. Et c'était quoi la première phrase? Et je suis responsable d'un problème de santé, hein. Un problème. Oui, sur 5. absolument. J'ai mal au crâne, là. Je veux dire, oui. Non, mais je veux dire, c'est inhérent aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Un monde de bisounours? Non, je crois qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, on est dans une société qui a développé le culte du travail, mais qui en même temps a développé un discrédit sur les travailleurs. Oui. Je dirais, il s'agit de regarder par catégorie. On a eu un discrédit sur la paysannerie, mais pas plus que vous, et pas moins. On a eu un discrédit sur la paysannerie. C'est-à-dire que le paysan, qui est le plus beau métier du monde, celui de nourrir, c'est devenu le pollueur, c'est l'image du plouc, et on sait qu'on perd en France chaque année 20 000 paysans, qu'on ne parle pas aujourd'hui d'amour du travail. Le choix à l'échelle planétaire, c'est de savoir si on va nourrir 10 milliards d'humains avec 1,5 milliard de petits paysans, ou avec 400 000 agromanagers. Attendez, je finis. Ensuite, on a eu un discrédit sur la classe ouvrière. Je veux dire, auparavant, le prolétariat, c'était le sujet de la révolution. Aujourd'hui, c'est le beauf de Cabu. C'est qui? C'est les intellectuels. Mais non, pas seulement. C'est-à-dire que c'était les ouvriers ayant leur savoir-faire, ayant leur culture, leur collectif de travail. Et le taylorisme l'a cassé. Mais qu'est-ce que c'était que le taylorisme? Lisons Taylor. C'est ce qu'il appelait la théorie de l'homme bœuf. C'est-à-dire que l'objectif pour Taylor, c'était d'avoir des individus qui ne pensaient pas. Vous êtes en train de revenir en arrière, finalement, vous avez peur du taylorisme et vous avez l'impression qu'il a. Pas du tout. On va complètement changer les choses. Jamais les conditions de travail n'ont été aussi bonnes dans nos pays occidentaux. Nous avons un niveau de vie qu'on n'a jamais atteint. C'est salariés de la restauration rapide. Mais regardez toutes les enquêtes qui sortent de la DARES. Ou à ceux de France Télécom. Montée de l'intensification du travail. Et toutes ces... J'avais envie de continuer. heures quand même. Non, mais pas tous, très loin de là. J'avais envie de continuer tout à l'heure. Après le taylorisme, on s'est dit qu'il y avait ces nouvelles organisations du travail, la qualité totale, blablabla, la subjectivité. Et c'est encore pire aussi. Non, c'est pas pire. Bien sûr, mais il faut regarder la littérature. La sociologie du travail depuis 15 ans montre les dégâts opérés par ces nouvelles organisations. Les organisations... Je pense que aujourd'hui, il y a un véritable stress et un mal-être. Je pense qu'il y a une difficulté de vivre. Voilà. Certaines qu'on trouve chez les jeunes. On va se demander si elle est vraiment spécifiquement française. Mais pas du tout. Alors ça... J'en sais rien. Je crois pas. Il y a quand même une relation particulière au travail. Vous serez là pour nous éclairer. Elle ne vient pas du travail. Je pense que ce mal-être et cette adaptation, nous avons besoin d'une métamorphose du capitalisme. Je le crois fondamentalement. Je dis bien une métamorphose, c'est-à-dire que je pense que le capitalisme est le meilleur système qu'on ait jamais connu. Donc il faut l'améliorer. Très vite d'une chose à une autre. Oui, mais c'est très idéologique. Mais en même temps, moi j'aimerais bien poursuivre avec vous, Dominique Méda. Comment en est-on arrivé là? On est à peu près d'accord quand même sur le constat. Il y a un malaise dans le travail, même si vous avez un bémol à apporter. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que c'est la faute au taylorisme? C'est la suite de la révolution industrielle? Il y a eu d'abord le taylorisme. Après, il faut regarder ce magnifique bouquin de Friedman, Le travail en miettes, où en effet, on voit comment la division du travail se répand. Qu'est-ce qu'on veut depuis Adam Smith? C'est toujours plus efficace. Donc, on va diviser le travail, on va spécialiser les gens. C'est formidable. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours la plus grosse production possible. On veut un très gros PIB. Et puis on veut, à l'échelle de l'entreprise... Vous avez vu le nombre de personnes, le nombre qu'on est dans le monde, les milliards je finis juste. Et donc, au niveau de l'entreprise également, la plus grosse production possible. Tant qu'on en restera là, à mettre ces indicateurs-là au centre, obligatoirement, le travail sera la petite partie. Voilà. Alors, si on veut remettre le travail au centre, moi je suis entièrement d'accord avec les conclusions de la commission Stiglitz. Alors là, oui, j'avancerai un argument historique. On a inventé les machines, la technique, au fond, pour libérer l'homme du travail. Et finalement, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui a mal tourné là? C'est pas pour libérer. Il suffit absolument une résistance populaire au développement du machinisme, y compris les paysans qui effectivement refusent au départ la faux et veulent conserver la faucille. Il s'agit de regarder le mouvement luddite où on casse les machines. Il y a toujours eu un anti-productivisme spontané qui a existé et qui avait rien de ringard. C'était la défense des modes de vie traditionnels. Prenez en Chine aujourd'hui les millions de paysans chinois qui refusent ce qu'on appelle la modernisation parce qu'ils savent effectivement que ça va les faire passer de la pauvreté à la misère. C'est bien là le problème. Vous-même pesez vos fruits et légumes au supermarché avec une caisse automatique. Vous préférez que ce soit justement une personne salariée au SMIC qui le fasse Je préfère ne pas aller au
au supermarché et aller dans des commerces de proximité. Mais vous avez de la chance. Mais Ça, si je vous n'avez comprends. pas de commerce Moi de aussi, proximité, j'aimerais bien comme vous qu'on produise moins. Mais vous avez vu le nombre de milliards d'individus que nous sommes par rapport à il y a 10 ans, à il y a 20 ans. Il faut nourrir cette planète. Et donc je pense que c'est vrai qu'on produit énormément et il y a une demande, il y a l'offre et la demande. Mais là encore, si le but, ça dépend de l'objectif. Si le but, si on cherchait vraiment à nourrir la planète, je pense qu'on procéderait autrement. Alors je comprends effectivement votre inquiétude par rapport à notre surconsommation, notre production de biens. Moi je voudrais étayer quand même votre réflexion avec un chiffre qui moi m'effraie aussi un petit peu. Donc je comprends tout à fait qu'on puisse s'interroger comme on le fait ce soir. En Allemagne, dans votre pays, 39 millions de foyers qui possèdent 40 millions de voitures, 48 millions d'ordinateurs et 60 millions de téléphones mobiles. C'est vrai qu'on est un peu dans une course, ce que vous disiez Dominique Méda, on produit. Donc c'est vrai que le travail dans ce cas-là, il est vraiment fait uniquement pour s'acheter une voiture, Absolument. un téléphone mobile, etc. Le travail n'est pas au centre. On en oublie un petit peu effectivement d'autres valeurs. Mais sommes-nous en train de parler de travail? Moi je crois qu'on est en train de parler de consommation, de capitalisme, etc. Très bien, mais ma question était la suivante. Pourquoi est-ce que cette idée qui était de libérer l'homme du travail a engendré précisément le contraire?